Madridista, bonsoir et bonsoir à tous les autres. Parlons Real, l'émission qui traite de toute l'actualité du Real Madrid. Alors, avec moi, l'élégant Mohamed Batal, bonsoir. Bonsoir Taïb, bonsoir Seth, bonsoir tous les amis madridistas. Et Namoudine Saad Aïtroula, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Alors, nous allons tout de suite attaquer par l'actualité qui est la Super Coupe d'Espagne, qui a été relocalisée en Espagne et qui se déroule en Andalousie. C'est la deuxième édition sous la nouvelle forme, à savoir les deux premiers de la Liga et les deux finalistes de la Copa qui y participent. Nous connaissons désormais les deux finalistes. Le Barça a éliminé la Real Sociedad au tir au but et l'Athletic Bilbao a éliminé le Real Madrid 2-1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? C'est Mohamed Batal. Pour revenir sur le match, pour moi, on s'est mis en difficulté en première mi-temps en prenant 2 buts. Donc, c'était sur des erreurs individuelles, certes, mais nous n'avions pas la possibilité de renverser la situation. Malgré le fait que l'équipe a quand même fait une bonne deuxième mi-temps, a beau essayer avec une transversale et le ballon des tirs sur le poteau, mais ça n'empêche que ça n'a pas été suffisant pour revenir au score. Donc, c'est un regret pour moi de mal démarrer. En fait, ça s'est joué sur des détails comme beaucoup de matchs, mais la première mi-temps et la façon dont a concédé le Real Madrid les 2 buts ont fait que on ne voyait pas la fin, c'est-à-dire qu'on ne croyait pas que le Real Madrid pouvait renverser. De toute façon, on sent bien que le Real Madrid est vulnérable au niveau mental, puisque dès qu'il y a une déconvenue, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un but ou deux qui est concédé, le Real Madrid n'arrive plus à renverser la situation. Ça va être là, quels sont pour toi les tops et les flops de ce match? Le flop, c'est le top en fait pour moi, on va dire. Bon, je vais être sympa, je vais dire le but de Karim Benzema parce qu'il a été sur une mauvaise phase et ça va peut-être relancer sa machine, mais sinon le flop, c'est le collectif du Real Madrid. Hier, clairement, ce qui a manqué, c'est l'esprit de groupe. On sent que ce sont des joueurs qui sont émotionnellement détachés l'un de l'autre. On ne sentait pas une certaine cohésion, une certaine union entre les joueurs. C'était tout simplement 11 individus sur un terrain qui attendaient tout simplement la fin de 90 minutes. Bon, peut-être il y a eu une petite réaction vers la fin du match, comme a dit Mohamed Batal, mais c'était pas suffisant et c'est pas ici qu'on a lâché le match. Le match, on l'a lâché lors des 15-20 premières minutes où on avait clairement la main pour mettre au minimum un but. Après, les individualités, c'est ce qui fait la différence dans le sens positif cette année parce que le collectif, il manque. Les matchs qu'on gagnait, c'était clairement parce qu'un joueur il sortait du lot, mais également les matchs qu'on perd parce que justement, il y a un joueur qui, tout simplement, qui n'est pas dans son match. Sur tous les matchs où on n'a pas gagné, je peux en nommer un et deux. Hier, c'était Lucas Vasquez. Je ne dirais pas que c'est un flop parce que c'est quelqu'un qui sort de 6 semaines stratosphériques par rapport à son âge et à son niveau de base. Il a beaucoup donné, il nous a sauvés sur pas mal de matchs. Bon, hier, il a fait un bon match, ça nous a coûté en théorie un titre, mais il n'est pas l'unique responsable, je pense. Très bien, parce que les regrets, les madridistas peuvent en avoir parce qu'on a bien vu que l'équipe de l'Athletic Bilbao était très prenable hier. Et c'est eux qui vont en finale. Est-ce qu'on peut dire que le Real Madrid a relancé le Barça pour cette saison? Oui, bien sûr, sur le fait que ils peuvent maintenant remporter un titre. Donc, ça va être un atout positif pour la suite de la saison de leur côté. Et ça va peut-être aider à oublier la crise actuelle dans laquelle vit le club. Donc, pour moi, malheureusement, oui, on a relancé le rival. Ça a d'être là.
Personnellement, relancer, ça va dépendre du match de demain, en fait. S'ils gagnent le titre, bah, clairement oui, parce que ils sont sur une saison ratée d'un point de vue financier administratif, ça c'est plus qu'indiscutable. D'un point de vue sportif, euh, je pense qu'à part égale avec le Real Madrid, ils sont loin dans la course du titre. On ne va pas féliciter les Indiens à ce moment-là, mais ils sont clairement favoris. Et je vois mal le Barça revenir dans la course de la Liga. Donc voilà, leur donner l'opportunité de gagner un titre de cette manière. Euh, relancer, je ne veux pas dire relancer, mais on leur limite la casse en quelque sorte. De toute façon, mon intervention n'a rien d'innocent et vous le savez très bien. Alors, la Liga 34 a été remportée l'année dernière en grande partie grâce à la défense qui n'avait concédé que 25 buts et seulement 3 défaites en 38 matchs. Cette saison, nous sommes à 18 matchs avec déjà 3 défaites et, euh, et je crois une quinzaine de buts d'encaissés. Si Mohamed Batal, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'arrive-t-il à cette défense? Ben, pour moi, il y a une grande baisse de forme générale au niveau de la ligne défensive. Donc, malheureusement, dès qu'on a un souci concernant l'un des 4 joueurs titulaires, donc quand j'ai dit un souci, que ce soit une blessure ou une baisse de forme, on n'a malheureusement pas de remplaçant. Ou bien on a des joueurs qui sont censés être remplaçants, mais qui ne font pas le boulot tel qu'il le faut. Donc, je parle d'abord de la charnière centrale, Ramos-Varane. On a bien vu que Varane nous a coûté beaucoup de matchs en Ligue des Champions, mais aussi en Liga sur des erreurs individuelles, comme disait Saad tout à l'heure. Et donc, on a un remplaçant qu'on a recruté qui s'appelle Militao, qui, à mon point de vue, aujourd'hui, n'a rien apporté et n'est pas digne de remplacer ni Varane ni Ramos. Sur les côtés, pareil. Donc, avec un Carvajal à sa meilleure forme, personne ne peut l'égaler, mais dès qu'on le perd sur une blessure, on n'a malheureusement pas de remplaçant. Odriozola, on l'a fait revenir du Bayern. Il n'a joué qu'un ou deux matchs, à ma connaissance. On a laissé filer Achraf Hakimi à son meilleur niveau, en pensant avoir fait une bonne affaire avec l'Inter Milan. Mais je pense que si on voulait acheter un joueur au niveau d'Achraf aujourd'hui, on va payer le double. Et pareil pour Reguilón. Donc sur le flanc gauche, je pense que Marcelo, il arrivait à ses limites. C'est un grand joueur, il a tout donné au Real, mais il faut dire ce qu'il est. Donc dès qu'on pense qu'il faut faire reposer Mendy et relancer Marcelo, lui donner confiance, on est sûr de perdre le match. Presque. Donc c'est un grand chantier, la défense. On a bien vu que on a l'impression que Zinedine Zidane a essayé de relancer Marcelo. On l'a payé dans plusieurs matchs. Il insiste sur le groupe Alpha. C'est à détruire. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter en ce qui concerne la défense du Real Madrid? Bon, la défense, c'est, ça dépasse un peu le plan sportif. Ça rentre un peu dans le cadre de la direction aussi. Euh, Aujourd'hui, on a vendu Reguilón et Hakimi en pensant faire une bonne affaire. Deux des meilleurs latéraux au niveau mondial, alors qu'on galère à avoir deux latéraux constants. On est obligé de faire avec Lucas Vazquez, qui n'est pas arrière droit de métier. Nacho, dès qu'il n'est pas dans la défense axiale, bah, c'est un problème. Il n'a plus le niveau, on va dire, pour être plus précis, il n'a plus la condition physique pour jouer à l'aile. Marcelo, c'est un vétéran, certes, mais c'est quelqu'un qui n'a plus le niveau pour les matchs de haut niveau, ni pour un club de haut niveau, on va dire. Sa carrière est derrière lui, entre guillemets. L'équipe galère énormément. On est sûr de ne pas avoir d'investissement pour cet hiver. Selon les dernières informations, les derniers Militao, il est sur le point de départ. Ça laisse exactement 3 défenseurs centraux. Ce que compte faire la Conta Directiva, on ne sait pas. Pour s'acquérir des joueurs de qualité au niveau de la défense, ça coûte. On a renforcé un concurrent direct en envoyant Mario Hermoso, qui est un premier changement de luxe à l'Atlético de Madrid, alors qu'on galère à trouver justement un bon remplaçant pour Varane et Ramos, sachant que, entre guillemets, comme a dit Mohamed Batal,
Varane, il n'y est plus depuis le début du Covid, justement. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation, il n'y a pas de réponse. Euh, Ce qu'est en train de faire la Junta, il reste entre guillemets incompréhensible à notre niveau, mais justement, bon, on va y aller de bonne foi, on va dire qu'ils ont accès à beaucoup d'informations qu'on n'a pas et qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais sur le terrain, c'est autre chose. Notre défense, c'est 15 buts, c'est pas catastrophique d'un point de vue numérique, mais c'est la manière dont on concède les buts qui dérange en quelque sorte. Ce ne sont pas des buts sur construction, ce sont des buts sur des erreurs basiques justement de marquage, des erreurs de placement, des erreurs de ligne d'enjeu. Euh, bon, je vais dire manque d'inattention sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc voilà, c'est ce qui me dérange en quelque sorte au niveau de la défense. En fait, comme je dis souvent, il n'y a que le Real qui fait perdre Madrid. Alors, on a bien vu que cette défense est énorme. Et je voudrais passer à l'attaque. Nous savons qu'après le départ de Ronaldo, on attendait la relève et le Real Madrid a recruté Eden Hazard, la star de Chelsea. On sait que c'est sa deuxième saison et qu'il ne lui reste qu'une seule saison et qu'il a des stats qui sont pour le moins affolantes parce que si on faisait un petit comparatif avec Gareth Bale sur 31 matchs, Bale à 31 matchs, il avait marqué 17 buts et donné 15 passes décisives. Hazard, lui, il est à 3 buts et à 7 passes décisives. Si Mohamed Bata, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hazard? Bah, concernant le sujet hasard, moi, ce qui reste dans ma mémoire, c'est, je me rappelle l'interview de Samuel Eto'o, qui avait côtoyé Eden Hazard, qui a joué avec lui. Donc, il lui a dit à l'époque, Eden, tu as les qualités d'un très grand joueur. Et crois-moi que j'ai joué avec Ronaldinho. Et un grand joueur, malgré le talent qu'il a, s'il ne s'entraîne pas bien tous les jours, donc je pense s'il lui a dit ça, ça veut dire qu'il faisait référence soit à son hygiène de vie, soit à son implication dans les entraînements, etc. Donc on sait très bien que le haut niveau est très exigeant. À l'époque, il lui a dit, écoute, le foot, ça va très vite, dans 2 ans, on va peut-être t'oublier. Et si on le compare dans l'apport offensif, que ce soit à Gareth Bale ou bien même à Cristiano, donc nous avons un attaquant qui peut-être ne joue pas box to box. C'est Karim, il sort souvent pour libérer de l'espace. Malheureusement, Hazard n'arrive pas à remplir le rôle d'attaquant, donc il ne sert pas ni dans les centres aériens ni à terre. Et aussi, les tirs de loin, c'est très peu pour son poste. Et en plus de ça, il a perdu sa qualité de percussion qui faisait sa force à Chelsea. Donc l'apport de Eden Hazard en attaque, pour moi, il est très, très moyen, pour ne pas dire qu'il est presque inexistant. Nous avons tous vu Hazard avec une forme physique pour le moins déplorable, avec les kilos en plus. Et moi, ce que je remarque, c'est que ce qui lui joue des tours, c'est sa passivité quand il joue. C'est-à-dire, il est très souvent attaqué et on le sèche, comme on dit. On le sèche systématiquement dès qu'il a le ballon, parce qu'il a un jeu qu'on peut dire un peu provoquant, mais le problème, c'est qu'il semble qu'il ne sache pas se faire respecter quand il garde le ballon. Parce que dès qu'on le frappe, il tombe et il n'y a aucune réaction. Si je prends, par exemple, Modric, qui porte aussi le ballon, eh bien, on ne le touche pas parce que Modric est très méchant et que tout le monde sait que si on le frappe, qu'il recevra le double. Donc, Zinedine Zidane avait dit en début de saison qu'il compterait sur tout le groupe, à savoir 23 joueurs, je pense. Alors,
nous sommes au mois de janvier, c'est-à-dire quelques mois après, et on voit bien que à un moment où Zinedine Zidane changeait systématiquement le 11 de départ, on voit bien que ce 11 s'est stabilisé et on voit aussi qu'il ne compte plus que sur une quinzaine de joueurs. Il y a Courtois, Mendy, Ramos, Nacho, Carvajal, Casemiro, Modric, Valverde, Kroos, Benzema et Asensio. Hazard et Vinicius, ça fait 15 joueurs, et Vasquez. 15 joueurs, et si on enlève Hazard qui est hors forme et Vinicius aussi, il ne reste que 13 joueurs. Est-ce que, avec 13 joueurs, est-ce que le Real Madrid peut bien finir la saison? Bon, d'un point de vue numérique, clairement pas. Parce qu'en cas de blessure ou juste suspension pour plusieurs jaunes ou un carton rouge, on n'y est pas. Et déjà, le strict minimum, c'est d'avoir un 11 fixe et au minimum 4 joueurs viables pour la rotation. On est loin du chiffre et sans prendre en considération le niveau déplorable de certains titulaires indiscutables. Si c'est une gestion catastrophique, je vais dire non, parce que peut-être qu'on est l'unique grand club d'Europe qui n'a pas effectué de mercato estival, on n'a rien recruté, on n'a fait que vendre et bon, on va considérer Odegaard comme un recrutement parce qu'il est nouveau, mais sinon, ça ne peut pas le faire lorsqu'on va jouer sur la Liga, la Coupe du Roi et la Champions League, parce que ce sera 2 matchs par semaine pendant 4-5 semaines, il y aura sûrement une blessure ou quelqu'un en baisse de niveau. Donc, essayer de gagner plusieurs titres avec 13 joueurs dans l'effectif, non, ça ne fait pas. Après, peut-être se concentrer sur une compétition par rapport à une autre, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'orgueil surtout, parce qu'on voit c'est ce qui motive les joueurs cette saison. Dès que c'est un gros match, on a des performances irréprochables, et dès que c'est une petite équipe, on a l'équipe du quartier qui joue. Je dis que ça peut le faire à 13 et si on se concentre par exemple sur la Copa, ou si par miracle ou par chance l'Atlético Madrid se loupe comme d'habitude lors de son mois de mars, euh, comme on dit sur un malentendu, ça peut le faire, mais sinon à l'heure actuelle, clairement pas. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire, puisque tu viens de dire que le Real Madrid n'a recruté personne en 2020, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la pauvreté de l'effectif n'a pas son origine à l'été 2019 et le fameux Pogba ou rien du tout de Zinedine Zidane? Est-ce qu'on ne paye pas ça maintenant? Parce qu'on voit bien qu'il y a très peu de joueurs. C'est Mohamed Bakar. Pour moi, pour revenir sur le mercato 2019, oui, peut-être. Mais ce qui fait empirer les choses, c'est que les choix techniques, à un certain moment, ont été régis par les choix financiers. Donc, pour revenir sur les discussions mercato 2019 ou même le mercato 2020, pour moi, l'effectif, il est faible. Et surtout, si on revient sur l'attaque, si on dit aujourd'hui qu'on a Benzema qui a marqué 8 buts, par exemple, en Liga, qui est le deuxième meilleur buteur, j'ai les chiffres sous les yeux. Donc, j'ai Casemiro, milieu de terrain, Modric, milieu de terrain, Valverde, milieu de terrain, avec 3 buts chacun, et Vasquez en cinquième position avec 2 buts. Donc, ça remet en question tous les autres joueurs qui jouent en attaque. Je vais les nommer Vinicius, Rodrigo, Asensio et bien sûr Eden Hazard. Donc, lorsque tu as une attaque qui est fébrile, ça veut dire qu'en gros, tu ne peux pas jouer sur tous les calendriers. Tu ne peux pas attendre beaucoup de cette équipe, surtout sur le point de vue offensif. On revient à la saison dernière, le deuxième meilleur buteur, c'était Sergio Ramos. Donc, oui, l'effectif, il est moyen pour ne pas dire. Alors, nous avons vu que l'attaque, c'était un gros chantier et on s'aperçoit que même l'attaque est un chantier énorme. Alors, pour pallier à tout ça, quel
Le mercato, pour pallier à tout ça, comme on voit que l'effectif du Real Madrid est réduit, comment tu vois le mercato du Real Madrid en l'été 2021? Euh, L'été 2021, ça paraît tellement loin alors que c'est que 5 mois. Euh, Personnellement, je me dis qu'il y a deux options. Pardon. L'option numéro un, on ne va rien recruter. C'est-à-dire qu'on va tout laisser pour 2022 et il y aura un changement structurel, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau des joueurs, pas dans le sens des départs, mais comme si on va dire, ce sera une saison d'adieu, une saison de fin de cycle. Je parle de la prochaine, une saison où ce sera clairement la dernière pour beaucoup de cadres, et où on va recommencer à zéro à partir de l'été 2022. Sinon, ça, c'est très peu probable, mais on ne sait pas parce qu'il y a un certain point que j'aimerais aborder, bon, peut-être plus tard quand un peu plus dans l'émission, mais c'est surtout le point financier qui dérange beaucoup avec la crise sanitaire. On n'a pas de visibilité. Quand le vaccin il va commencer, quand les supporters ils vont pouvoir revenir, quand le Real Madrid pourrait bénéficier de 100% de ses entrées. En attendant, c'est difficile de faire un mercato XXL. Sinon, si c'est jamais le cas, je pense qu'on en a discuté ultérieurement. Ce sera sûrement Mbappé ou Pameko Kamavinga déjà pour commencer. On croise les doigts ensemble pour que Hazard il reprenne un peu de son niveau. Ça fera beaucoup de bien parce qu'on a investi beaucoup d'argent. Bon, peut-être peu y croient encore, mais c'est un gars qui n'a pas enchaîné 10 matchs depuis qu'il est arrivé. Donc, euh, d'un point de vue logique, je ne vais pas essayer d'être dur avec lui. En même temps, je ne suis pas très clément avec lui. On ne peut pas juger quelqu'un alors qu'il n'enchaîne pas. Et justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'enchaîne pas par faute de malchance. Justement, parce que c'est, comme a dit Batal, quelqu'un de pas trop sérieux selon les rumeurs. Euh, Sinon, s'il reprend son niveau, alors il nous fera énormément de bien et peut-être il va. En fait, le niveau sur lequel l'équipe va terminer va motiver ou pas la direction à faire ce qui est prévu pour l'arrivée du stade, c'est-à-dire un gros mercato avec beaucoup de stars ou justement essayer de rapprocher ce mercato-là le plus tôt possible pour éviter des catastrophes d'un point de vue sportif. Ce fameux strike qui aurait dû avoir lieu il y a déjà 2 ans, il se peut qu'il soit reporté, il se peut qu'il soit cette année-là. Enfin, moi, personnellement, je pencherai pour un strike cette année-là, puisque, et tu m'envoies la balle, je pense que financièrement, le Real Madrid n'est peut-être pas au beau fixe, mais est loin d'être le plus mauvais. Et je pense que ces résultats lui permettent d'emprunter de l'argent justement pour faire un gros mercato la saison prochaine. Alors, quel est l'état des finances du Real Madrid? C'est Bon, oui, les finances du Real Madrid, l'environnement financier du Real oui, Madrid. l'environnement financier du Real Madrid, bon, d'un point de vue bilan et audit, on est dans le positif, certes avec une somme très modeste, je pense que ça ne dépasse pas les 100 000 euros, ce qui est très symbolique, mais ça tenait tellement à cœur à cette compta de finir dans un chiffre positif pour des raisons purement financières, parce que justement, ils ont envie de lever des crédits dans l'avenir proche et il faut être viable d'un point de vue financier. Le modèle économique du Real Madrid, il est loin différent de certains qui justement jouent sur les sentiments pour justifier leur investissement. Ici, tout est raisonnable. On sait qu'il n'y a pas de bonne relation entre justement les institutions footballistiques espagnoles, pour ne pas nommer un certain, bon, je ne vais pas dire de nom, mais la Liga et la Fédération espagnole ne sont pas sur un terrain d'amour avec le Real Madrid, donc le moindre pépin, ça va balancer des sanctions de nulle part. Euh, le club, il s'en sort, mais au détriment de l'aspect sportif, ce qui a été plus que clair. Comme a dit Batal, on a envoyé Hakimi et Reguilon pour créer cet équilibre financier, pour au final peut-être débourser le double de la somme dans 2 ans. Ce qui compte dans le contexte mondial actuel, c'est justement de finir dans le positif
ou du moins dans une safe zone, comme on dit. Ça a été réalisé pour la saison dernière. On est sur le bon chemin pour cette saison, en attendant que les joueurs et le staff baissent leur salaire. Donc les finances se portent bien, mais peut-être qu'on n'a pas une idée sur les répercussions, on va dire, des avantages de la gestion abordée par cette ronde directiva à cet instant-là. Mais on a confiance en eux. Nous sommes le club avec la plus grande valeur marchande à l'heure actuelle, une gestion irréprochable depuis des lustres, on va dire. Depuis la dernière grande crise de 96, il n'y a rien à reprocher sur la gestion financière. C'est des gens qui ont accès à des informations critiques, qui ont accès au bilan, qui ont accès aux chiffres. Donc, on ne va pas se mettre à dire, ouais, il fallait investir. Pourquoi on tient tellement à rester dans le positif alors que tout le monde se permet d'être dans le négatif? Je pense qu'on n'a pas la capacité technique et cognitive pour juger cela, mais ceci dit, peut-être ce qui me dérange un peu, et je pense que toi aussi et Mohamed aussi, c'est ce fair play financier qu'on essaye de garder. Euh, Peut-être qu'on est les Non, uniques avec Liverpool. alors que d'autres équipes ont balance. Ouais, ouais, justement, il y a personne qui respecte, à part le Real Madrid et le Bayern et Liverpool, alors que sans nommer de club, certains ils balancent de l'argent par la fenêtre, on va dire. Et au final, ils ont quoi? Ils ont des amendes de 5-10 millions d'euros. Peut-être pour le fair play financier, j'espère qu'on va commencer un peu à s'en foutre. Et désolé pour le terme, mais c'est ce qui exprime le mieux mon opinion. Parce qu'à un moment, il faut acheter des joueurs et on n'a pas de quoi créer cet équilibre si on veut renforcer ou augmenter la qualité. D'un point de vue financier, je pense qu'on a beaucoup d'as de la finance au sein du club et si leur décision, c'est justement de garder ce chiffre au vert ou ce bilan au vert le maximum possible, bah, qu'on y aille. Peut-être qu'on va récolter les fruits de cette stratégie-là sur le long terme, dans 5-10 ans, où on pourra dominer grâce à un effectif refait avec une certaine viabilité financière pendant 10 à 15 ans. Alors, nous allons terminer cette émission sur une petite rubrique qui s'appelle la question qui tue. Alors, nous avons vu que les résultats du Real Madrid étaient en dents de scie. Nous avons vu que le Real Madrid perdait contre les petites équipes, entre guillemets, qu'il gagnait contre les grosses, ou quand il y avait un grand enjeu comme la qualification en finale de la Ligue des Champions. Et je me pose des questions, et la question qui tue, je veux vous la poser, vous allez me répondre. Est-ce que la reconduction de Ramos, qui reste englué depuis plusieurs mois, n'a-t-elle pas une mauvaise influence sur le vestiaire du Real Madrid? Parce que qui négocie les baisses de salaire avec la direction? C'est bien le capitaine, donc c'est bien Ramos. Or, on voit bien que Ramos fait de la surenchère et qu'il demande plus, et qu'il demande d'avoir un salaire plus haut, alors que à côté de ça, tous ses copains voient leur salaire baisser. Est-ce que cela n'explique pas justement le manque de l'esprit de corps dont tu as parlé, Saad Eitroula, en début d'émission concernant le match contre Bilbao? Personnellement, oui, ça a sûrement un impact au sein du vestiaire, mais d'un point de vue sportif, à cet instant-là, j'en doute fort parce que sur le terrain, c'est autre chose. Je pense on sait tous qu'au final, Sergio Ramos, il va signer. Pour moi, c'est une certitude. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à Madrid et que malgré tout ce qui se dit, c'est quelqu'un qui aime le club et le club l'aime. Mais au final, ça reste un travail. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Et ben justement, lorsqu'on travaille, ben, on cherche à avoir le plus d'argent. C'est ce que, c'est ce que veut faire Sergio. Et il est dans son droit pour tout ce qu'il a apporté au club, pour la valeur ajoutée qu'il a aujourd'hui. Ceci dit, si on va dire il y a conflit d'intérêts entre maximiser son contrat et négocier les baisses de salaire des joueurs, clairement, j'en doute pas, mais si c'est la raison principale de la déroute de Bilbao, on va dire, personnellement, non. Si ça peut avoir un certain impact, personnellement, oui. Si ça pourrait avoir
Un impact dans l'avenir proche, euh, pas forcément, mais sur le long terme, si on ne clôture pas cette saga avec toute la pression qui va monter à travers la presse, je dirais oui. Donc, ce sera un oui, non, oui, oui. Si Mohamed Bata, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, peut-être j'ai un avis un peu différent par rapport à ce qu'a dit Saad. C'est effectivement cette saga qui revient à chaque fois pour la revalorisation du contrat de Sergio Ramos. Quoique, il faut dire ce qu'il est, c'est l'un des piliers de l'équipe. Et donc, euh, effectivement, il a le droit, c'est légitime de vouloir négocier le contrat, mais il faut savoir que le Real a toujours eu une politique qui est claire envers les joueurs qui dépassent les 30 ans. Donc, c'était souvent un renouvellement d'un an maximal. Peut-être l'exception, c'était avec Cristiano. Corrigez-moi si j'ai tort. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un grand club et c'est le Real qui fait les grands joueurs et non pas l'inverse. C'est-à-dire si on a pu s'en passer des grands joueurs tout au long de l'histoire du club, on va pas dire aujourd'hui que si Ramos ne renouvelle pas, le club va s'effondrer, non. Mais est-ce que ça a aujourd'hui l'impact sur l'effectif avec le contexte du Covid et la baisse de salaire? Effectivement, d'un point de vue éthique, je pense que les joueurs ils comprendront pas la stratégie de Sergio Ramos. D'un côté, négocier, comme tu as dit, la baisse de salaire pour le groupe. Et d'un autre côté, il faut pas oublier qu'il y a son frère aussi, qui est son agent qui est derrière l'histoire aussi. On a commencé avec l'autre fois où il lui a dit que ils ont dit à Florentino qu'il avait un contrat d'un club chinois. Là, on revient avec un nouvel épisode, le PSG, un nouveau projet sportif. Je ne pense pas qu'un joueur est capable de faire chanter Perez. Donc, à un certain moment, il va dire, voilà ce que j'ai comme offre. Soit tu l'acceptes, soit tu vas partir. Personnellement, je ne veux pas dire que ça a un rapport direct avec la défaite contre Bilbao, mais le marasme dans lequel se trouve le Real Madrid, moi je reste pas persuadé, parce qu'on n'a pas quand même tous les éléments, mais c'est quand même logique, comme ça, tu as dit, que c'est dans son droit à Ramos de vouloir négocier dans dans les meilleures possibilités, comme c'est dans le droit des autres joueurs de ne pas baisser leur salaire. Et justement, là, il y a, à mon avis, matière à ce que les joueurs ne soient pas contents et qu'il y ait ce marasme. En fait, on verra bien, ça finira bien par sortir ou pas. Notre émission est maintenant terminée. Merci Saad, merci Si Mohamed. Nous espérons vous retrouver dans la prochaine. À la Madrid et nada más. Au plaisir, à la Madrid.